Nous allons commencer cette journée et donc je disais, ça fait 25 ans que nous abordons des thèmes qui concernent les professionnels du champ social, éducatif et thérapeutique. Cette année, nous avons présenté sous une forme de questions peut-être un peu curieuses, l'adolescence, à quoi ça sert. Je suis très prise par mes rencontres avec les patients. Je les rencontre en individuel, même si je suis baignée dans tout ce qui est approche systémique, les rencontres en individuel. Donc, plus je travaille auprès de mes patients, plus je me sens philosophe. Et plus je me sens philosophe, et plus je suis dans ma clinique à mon. Et tout à l'heure, en écoutant un petit peu tout le monde, je me disais, si je devais me présenter moi-même, je dirais, j'ai pris des notes parce que ça m'a amusé, je suis une philosophe, je pourrais me présenter comme une philosophe winnicottienne ou une psychologue lévinassienne. À vous de faire le tri. Alors, l'adolescence, à quoi ça sert? J'ai envie de rebondir. Alors, je vais peut-être recamper des choses que vous savez déjà, mais qui vont me permettre de développer la suite. Pour moi, ce que j'entends dans la notion d'adolescence, elle est un être en train de grandir. On parle de crise, et j'entends le mot crise dans son sens grec, c'est-à-dire changement. L'adolescence, c'est quelque chose qui a à voir avec le devenir, avec le changement, la notion de caméléon, dans le sens où on va vers autre chose, un autre état. Alors, 5 changements que j'ai envie de repérer avec vous un peu rapidement, pour comprendre comment, à la fois, mon œil de philosophe me permet de comprendre cette crise d'adolescence, et comment mon œil de philosophe aussi m'aide dans ma posture de clinicienne par rapport aux adolescents. Alors, 5 points dans cette crise d'adolescence, dans ces changements qui sont en cours et en œuvre à l'adolescence à ce moment-là. Changements qu'on va revoir ensemble rapidement. Changement vis-à-vis d'eux-mêmes. Changement vis-à-vis de la vie. On a vu ce matin comment la question existentielle était importante. Changement vis-à-vis de leurs parents, là aussi on a vu comment la question de la séparation est intéressante. Changement vis-à-vis des groupes de pairs et l'entrée dans la sexualité. Donc on va brosser un peu rapidement, mais peut-être avec un œil philosophique par rapport à ce qui s'est dit ce matin. Et j'aime beaucoup la phrase que Sabine a rappelée de Winnicott. En général, je la recite aussi, je la cite régulièrement. Quand Winnicott s'adressait aux parents d'adolescents, il leur disait « Vous avez semé un enfant ou un bébé, à l'adolescence, vous récoltez une bombe ». Et il est vrai que, et vous allez voir qu'il a aussi plusieurs fois cette référence à bombe et à mort, il est vrai qu'à l'adolescence, en fait, d'abord, on a parlé de la référence au corps ce matin, dans la puberté constitue comme une explosion de bombe à l'intérieur même de l'adolescent. L'adolescent va assister comme sidéré, comme médusé à l'émergence d'un corps étranger en lui-même, d'une étrangeté en lui-même. Il va voir advenir en lui les premières règles, les premières éjaculations, les premiers émois, etc. Et il se sent, comme dit un philosophe, il se sent être, lui, soit comme un autre. Il se sent être habité par un autre, habité par un étranger, par un inconnu avec lequel il va falloir se réconcilier, s'apprivoiser d'abord, se connaître, se découvrir, se connaître et s'apprivoiser. Et finalement, il y a la puberté à ce moment-là, va aussi introduire une référence au temps qui est tout à fait particulière à ce moment-là et qui va initier finalement une double référence au temps. Il a à la fois un travail de deuil à faire par rapport à l'enfance, et il a une angoisse par rapport à sa projection plus tard, virtuelle, là aussi, une projection virtuelle dans l'âge adulte. C'est-à-dire qu'il doit vivre en même temps une expérience de deuil, et il va faire l'expérience, l'adolescent, au niveau de l'identité, que, effectivement, pour grandir, il faut toujours se séparer et perdre une partie de soi. Donc, il est dans une expérience temporelle contradictoire, le deuil de quelque chose, et on va voir que ce n'est pas facile dans la construction d'identité, et la projection donc dans un autre monde qui n'est pas là pour tout de suite, il sera adulte à 25-28 ans, donc il est dans un no man's land de référence au temps, dans une temporalité assez particulière, qui finalement m'ont fait dire que la puberté introduit une ligne de brisure interne dans l'identité de l'adolescent.
il y a un avant et un après, et ça va entraver un petit peu son sentiment de continuum d'exister, qui justement le fragilise beaucoup à ce moment-là, avec un travail psychique complexe, et on verra qu'un philosophe a pas mal parlé de cela, avec un travail psychique complexe, je ne suis plus un enfant, que faire de cette enfance qui n'est plus là sur le temps chronologique et pourtant qui continue à m'habiter? Que puis-je faire de ce temps qui n'existe pas et qui pourtant continue à m'habiter, me hanter et qui va m'accompagner, l'adolescent le présuppose, assez longtemps encore dans mon existence. Donc, ils ont à intégrer psychiquement quelque chose qui n'existe pas mais qui continue à être et qui va les interpeller et les habiter pendant un certain nombre d'années. Deuxième changement, ce que j'ai appelé le changement vis-à-vis de la vie, car il me semble que pour les adolescents, une des questions essentielles pourrait se résumer à exister ou ne pas exister, vivre ou ne pas vivre. Ils ont, à mon sens, leur désir de vie s'est étayé pendant l'enfance sur le désir de vie et la vitalité de leurs parents. À l'adolescence, ils ont un des premiers actes importants à faire, de responsabilité vis-à-vis d'eux-mêmes. Ils ont à contracter par eux-mêmes un contrat avec la vie. J'en veux ou je n'en veux pas. Ils ne le savent pas. C'est bien ce qui explique les conduites ordaliques, les conduites à risque dont on a vu tout à l'heure, la tentation suicidaire, avec en soubassement de cette question-là, je ne veux pas vivre effectivement comme mes parents, comme les adultes vivent, ils ont une vie de con, ils ont une vie morte, ils vont tout ce que vous voulez, tout y passe, et avec une question qui s'entend en tous les cas en consultation, quel sens je vais donner à mon existence? Je veux, ce sont des phrases que j'ai entendues, je veux savoir le matin pourquoi je me lève. Donc, exister ou ne pas exister est une question qui, derrière, j'ai envie de dire, les gros bras que sont les adolescents, les petites lolitas que peuvent être les adolescents, derrière le questionnement vivre ou ne pas vivre, il y a un questionnement éthique qui est là, qui demande qu'à être entendu, autour de quoi je vais donner un sens à ma vie, c'est-à-dire comment je vais pouvoir organiser, cohérer ou construire un système de valeurs, c'est-à-dire qui vont orienter mon existence. Et ça, en tant que philosophe, c'est quelque chose à laquelle je vais être très attentive dans les consultations, parce que pour moi, il n'y a pas de doute, la conscience éthique est vraiment le pivot de l'être. C'est autour de ce qui fait sens pour soi que l'on a envie de vivre, que le désir de vie va s'inscrire et que l'on peut donner effectivement, j'ai envie de dire, à ce moment-là, on a parlé d'altérité tout à l'heure, on va y revenir, on peut se tourner vers les autres parce qu'on a suffisamment de conscience éthique qui n'est pas une conscience morale. On verra peut-être la différence tout à l'heure au niveau des questions. Alors, dans ce niveau de questionnement existentiel, bien sûr, la mort les hante. La mort les hante à plusieurs niveaux. Leur propre mort, c'est plus un jeu pour aller toucher les frontières et pour finalement, d'une manière très hegelienne, savoir que si je touche la mort, c'est pour mieux savoir que j'ai envie de vivre. Donc c'est dans un jeu finalement de dialectique. Mais ils sont aussi très touchés, très interpellés par la mort de leurs proches. Dans le sens où finalement, il y a une espèce de culpabilité. Plus je grandis en âge, plus je vais faire approcher mes parents, mes grands-parents, etc., de leur propre mort. Donc ils sont à la fois porteurs de vie, puisqu'ils sont jeunes, etc., mais ils sont aussi porteurs de risques de mort, de mortalité finalement, pour leurs parents et leur famille. Donc ils sont pris par une espèce de paradoxe par rapport à cela. Et là, on va voir, dans ma posture de philosophe, de thérapeute, je peux avoir des séances avec eux, mais extraordinaires, d'une profondeur extraordinaire sur un axe finalement très, très, très philosophique par rapport à qu'est-ce qui se passe, quel est le mystère qui se cache derrière la mort. On va voir pourquoi, en tant que philosophe, c'est intéressant. Mais dans la question existentielle, une autre question se pose par rapport aussi à cette référence de la finitude, finalement. Ils vont interroger leurs origines. Ils vont interroger leurs origines en se demandant dans quelle mesure elles vont faire contrainte pour eux, comment est-ce que les origines
black, blanc, beurre, origine sociale, origine de maladie dans la famille, origine dans une histoire familiale lourde avec des suicides par exemple, ou de la maladie mentale. Comment je vais pouvoir transformer ces déterminants en histoire, c'est-à-dire comment je peux me libérer de ces déterminants liés à mon origine. Donc ils vont interroger leurs origines pour savoir comment ça peut éventuellement se transformer, et surtout ils vont aussi interroger l'origine de leurs parents. Qu'est-ce que je vais faire de l'origine de mes parents, quelle qu'elle soit, au niveau social, au niveau histoire familiale, au niveau immigration, etc. Troisième changement, par rapport aux parents, nous l'avons vu tout ce matin, le grand enjeu de l'adolescence, c'est la séparation. Et on verra dans quelle manière ça peut interpeller les parents et pourquoi cela fait crise dans une famille. Et l'acte de la séparation va les mettre dans une position ambivalente. À la fois, ces adolescents ont besoin d'être compris, mais si on les comprend trop, ils ont le sentiment qu'on est intrusif. À la fois, ils veulent se libérer des loyautés et ils nous disent à ce moment-là, fleurissent dans un printemps assez fort à ce moment-là, je n'ai pas demandé à naître, je ne veux rien devoir à personne, mais en même temps, tout leur est dû. Hein. Donc, ils ont ce besoin de séparation avec une grande angoisse finalement de se séparer. Et l'enjeu de l'adolescence vis-à-vis des parents, c'est se détacher, mais surtout aussi au niveau loyauté, au niveau affectif, moins aimer ses parents et s'arranger pour être moins aimé aussi de ses propres parents, se rendre haïssable à un moment donné pour que les parents, eux aussi, puissent faire ce travail de séparation et de se détacher, que les parents puissent se détacher de leurs adolescents. La question des copains, le quatrième changement, c'est le groupe de pairs. On a parlé tout à l'heure d'altérité. Il est vrai qu'à l'adolescence, on commence à percevoir... Alors, ce que j'ai oublié de dire vis-à-vis de même, le premier changement vis-à-vis de même par rapport à la puberté, c'est qu'en fait, ce qui est perdu à l'adolescence, c'est l'évidence d'être soi. Quand on est enfant, on sait qu'on est sage, on n'est pas sage, etc. Mais à l'adolescence, on ne sait plus sur quelle terre on habite, on ne sait plus où on habite, et on perd l'évidence d'être soi. C'est à partir de ce moment-là qu'on va se demander qui on est, comment est-ce que les autres nous voient, etc. Donc, l'adolescence est le premier moment où on va se poser la question du je par rapport au tu, et il est certain que dans cette fragilité identitaire, l'adolescent va avoir du mal à se situer dans sa singularité, dans sa différence, donc dans son soi, dans son je, par rapport à d'autres tu qui sont aussi individualisés. L'altérité, on le reprendra aussi tout à l'heure, mais ça a été dit ce matin aussi, c'est effectivement non seulement reconnaître l'autre dans ce qu'il est, dans sa différence, mais c'est aussi être capable de supporter le regard que l'autre nous renvoie de nous-mêmes, comment le tu voit mon je, et comment le regard de l'autre va forcément me faire vaciller dans ma propre regard, dans mon propre regard de moi-même, et comment l'autre finalement va altérer ma propre vision de moi-même. Donc l'altérité, c'est un mouvement qui se construit à deux, qui me permet de me transformer, mais qui me fait vivre d'abord une non-coïncidence à moi-même. Je ne me reconnais pas dans ce que l'autre me renvoie de moi-même, et je voudrais qu'il me voie autrement. Donc l'altérité est en mouvement à l'adolescence, mais ne peut pas s'instituer tout de suite par cette fragilité-là. Alors, entre-temps, il y a l'expérience du groupe qui va permettre au jeu de se fondre dans un nous, de se fondre dans un nous, et ça va être une étape de repos pour l'adolescent, un repos identitaire, même existentiel. Le nous va permettre finalement de laminer les différences, va permettre donc une pause identitaire et existentielle, avec quelquefois un danger, le travail de subjectivation, qui justement
permet à un individu de se singulariser par rapport aux autres, risque de ne pas se faire si on reste trop enfermé dans un groupe, ou aussi la puissance du groupe peut être telle que le nous va se construire en dramatisant et en externalisant le mal contre un autre, contre des autres qui représentent le mal, le mauvais, les choses qu'il faut combattre. Cinquième question aussi relative à l'entrée, cinquième changement relatif à l'entrée de l'adolescence, le changement qu'il y a au moment de l'adolescence, c'est tout ce qui tourne autour de la sexualité et de l'identité sexuée et sexuelle. Ce que j'entends depuis un certain nombre d'années, depuis peut-être 8-9 ans, c'est une question, la question qui se pose de façon aiguë, mais avec une grande culpabilité, une grande difficulté à être énoncée, c'est la question de la bisexualité. Il y a chez les adolescents à la fois une autorisation plus grande à parler d'eux, à s'interroger, est-ce que est-ce que ce sont plus les garçons ou les filles qui m'attirent, donc ils ont à la fois une plus grande liberté à s'interroger sur cette bisexualité et en même temps une grande culpabilité à énoncer cette phrase « je ne sais pas si je suis attirée plus par les filles que par les garçons ». Donc ça se travaille en thérapie d'une façon assez intéressante, mais sur la base d'une grande confiance, car quelquefois quand ça aboutit sur une prise en compte, une prise de conscience, une prise en compte de l'homosexualité, à ce moment-là, il y a vraiment un cheminement à faire avec les adolescents qui, déjà dans cette période d'identité fragile, se demandent si c'est un garçon, qui suis-je, moi, un garçon qui aime les autres garçons, suis-je encore un homme, comment je vais me construire dans mon identité sexuée, donc comment aussi je peux l'annoncer ou ne pas l'annoncer à mes parents, et comment, si je l'annonce à mes parents, s'ils veulent bien m'accepter comme tel, ce qui n'est pas toujours évident, comment je peux supporter aussi, donc c'est tout un cheminement que l'on peut faire avec les adolescents, comment je peux supporter qu'ils me vivent comme un échec, comme quelque chose, parce qu'à ce moment-là, comme générant de la souffrance chez les parents. En général, les adolescents me font entendre que quand ils ont annoncé cela aux parents, les parents se sont tout de suite remis en cause en disant « qu'est-ce que j'ai raté, qu'est-ce que j'ai échoué dans ton éducation ?» Donc, voici donc les 5 changements qui me semblent être importants et que j'ai énoncés un petit peu rapidement parce que ce sont des choses que vous connaissez. Et je voudrais voir en quoi maintenant c'est un moment fragile, mais en même temps en quoi ça peut faire crise dans le sens de devenir et d'introduire du changement positif aussi dans les familles. Par rapport aux parents, il n'y a pas de doute, leur tendre enfant est perdu. Il n'y a pas de doute, s'ils avaient eu l'illusion que leur enfant leur appartenait, maintenant, il faudra admettre qu'on ne peut plus rentrer dans leur chambre, qu'on ne peut plus mettre de l'ordre dans leur bazar, etc., etc. Ce qui fait crise aussi à ce moment-là, c'est que c'est l'heure souvent injuste, quelquefois juste, je ne sais pas, des règlements de compte. Les adolescents, dans leur remise en cause des parents, vont les remettre en cause dans tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Rien ne va. Ou vous m'avez trop aimé, ou vous m'avez pas aimé suffisamment, ou vous m'avez accompagné suffisamment, ou vous m'avez pas assez accompagné, etc. Mais non seulement ils remettent en cause l'attitude des parents, mais ils vont remettre en cause aussi, ils vont demander finalement à leurs parents, ils vont demander des comptes à leurs parents. C'est-à-dire, pourquoi tu restes avec ce mec qui te fait mal? Pourquoi tu as divorcé avec mon père à l'âge de 3 ans? Pourquoi ceci, pourquoi cela? Donc, l'âge de l'adolescence est une profonde remise en cause. Et nul doute que pour les parents, à ce moment-là, il y a véritablement une crise en miroir qui se met en place et qui interroge aussi les parents. La crise d'adolescence va interroger les parents au moment où justement ils sont eux-mêmes renvoyés à un bilan de leur propre existence. Mon adolescent me demande de l'autonomie, où en suis-je moi-même dans mon histoire? Ils veulent vivre une vie amoureuse à peu près épanouie, sur leur code à eux, où en suis-je moi de ma vie amoureuse? Ils ont envie de vivre une vie qui a du sens, où en suis-je moi-même
dans le sens et dans les valeurs qui sont importantes pour moi. Donc, les ados génèrent chez les adultes une crise finalement en miroir, mais, et c'est là quelquefois où je m'amuse à dire, nous sommes tous des adolescents, surtout, ils font réactiver chez l'adulte la question de l'identité. Ils font réémerger, ils réactualisent chez l'adulte la question de l'identité en montrant que cette perte d'évidence d'être soi qui a commencé à 12, 13, 14 ans, etc., ne cesse de nous tirailler finalement, de nous tenailler tout au long de notre existence. Qui suis-je? C'est une question à laquelle je ne peux pas répondre, à laquelle les autres ne peuvent pas répondre non plus à ma place. Donc les adolescents réactivent la question du « qui suis-je » chez les parents et finalement les mettent devant une évidence qui n'est pas facile à accepter, à dire que l'identité est un produit qui n'est jamais fini, qui est toujours à la recherche de lui-même et qui nous déstabilise constamment. Et là, je veux commencer à citer mes petits philosophes qui disent finalement, ou pas le citer, en tout cas, dire un petit peu ce que nous dit Lévinas, c'est-à-dire que quand on croit se connaître, déjà nous sommes autres. Déjà, nous sommes des êtres en permanence de devenir, et imaginer que l'on se connaît ou penser nous approcher quelque chose de la connaissance de soi-même, c'est déjà nous amener à un autre nous-mêmes que nous sommes. Et que nous avons constamment à intégrer ces pertes d'images que l'on croyait être et ces images à laquelle on aspire. Et donc finalement, les adolescents nous renvoient à quelque chose, à ce travail identitaire qui s'éprouve depuis cet âge et qui s'éprouvera tout au long de notre vie finalement, une identité qui est en tension entre ceux auxquels j'aspire et ceux que je peux réaliser et ceux dans lesquels je peux m'accomplir effectivement. Donc, il me semble que cette crise de miroir en miroir est une crise qui n'est pas confortable pour les parents, qui n'est pas confortable pour les adultes, qui n'est peut-être pas confortable aussi pour les accompagnants, mais justement, comment transformer cette crise en devenir et justement, comment aider les parents à ce moment-là à passer le cap de leur propre crise d'adolescence au moment où les adolescents ont 13-14 ans, à mon sens, et les aider à grandir. À dire qu'au moment où les adolescents ont 13, 14, 15 ans, au moment où les parents sont renvoyés à ces crises de valeurs aussi, qu'ils doivent reconfigurer leur système de valeurs, etc., sous les coups de bouc de leurs adolescents. À ce moment-là, il me semble que pour aider les adolescents, on a aussi à soutenir les parents dans leur propre processus de croissance. Alors, pour un adulte qui a 40, 45 ans, 50 ans, qu'est-ce que cela veut dire de grandir finalement? Comment accompagner les adultes de 40, 45, 50 ans à grandir? J'aime assez les formules et par exemple là, on peut prendre déjà une formule que Winnicott aussi avait suggérée aux parents. Il avait montré aux parents que grandir, c'est passer par le corps mort d'un parent. C'est clair. Et il dit aux parents, par rapport à ça, vous n'avez qu'une chose à faire, survivre. C'est-à-dire que, qu'est-ce que demande un adolescent quand il attaque ses parents? C'est que ses parents ne vacillent pas. Quand il les interpelle dans leur manière de vivre, dans leur façon dont ils ont mené leur vie, qu'est-ce qu'il attend? C'est que les parents deviennent de plus en plus vivants. Que les parents décident aujourd'hui de faire ce qu'ils n'ont peut-être pas pu faire, mais qui est quand même réalisable. C'est-à-dire, ils ont envie d'avoir des parents en face d'eux qui soient des supports d'identification, qui en ce sens-là continuent à être des figures d'autorité, et ils ont envie que, en fait, quand ils agressent leurs parents, ils ont envie qu'ils leur disent « montre-moi ce que c'est qu'être un adulte, ce que c'est qu'être responsable de sa propre existence, qu'est-ce que c'est qu'être acteur de sa propre existence ». Et je pense que là, on a à soutenir les parents, grandir justement en tant que parents, en tant qu'adultes, à 35, 40, 45, 50 ans, et j'accompagne des adultes encore plus âgés dans cette idée-là de grandir. À mon sens, une autre formule, on ne peut dire non à son adolescent
que si soi-même on a dit non à ses propres parents. C'est-à-dire que grandir quand on est un adulte, et je le vois, c'est mon regard systémique qui me permet de le voir, grandir, ça se passe en 3 générations. L'adolescent ne pourra grandir que si les parents eux-mêmes ont grandi par rapport aux grands-parents et à leurs propres parents. C'est-à-dire quand ils se sont libérés de certaines loyautés invisibles qui les enchaînent encore à la 3e génération. Grandir à 35, 45, 55, 65 ans aussi, c'est continuer à interroger la dette que l'on a vis-à-vis de notre famille d'origine. Et quand les adolescents voient leurs parents devenir moins dépendants de leurs propres parents, donc des grands-parents, quand justement ils renoncent à attendre de la reconnaissance de la part des générations au-dessus, de la 3e génération, et qu'ils peuvent se légitimer dans leur position de parents, à ce moment-là, les adultes ont grandi en tant que parents, et c'est la meilleure façon d'aider un adolescent à grandir, à mon sens. Donc ça se tisse, ça se tricote autour de la question des loyautés. L'adolescent est une période où tout nous semble dû, où on a envie de se libérer de dettes, et on règle ses comptes. L'âge adulte, à mon sens, c'est l'âge où on commence à regarder, non pas, on solde les comptes au lieu de les régler, c'est-à-dire au lieu de demander à ses propres parents pourquoi ils n'ont pas fait ceci, ils n'ont pas fait cela, au lieu de rester dans une position encore d'attente de la part de ses parents de quelque chose qui ne peut pas advenir, être adulte, c'est solder les comptes, c'est accepter finalement que ses propres parents aient été défaillants comme ils ont pu l'être, aient été carencés comme ils ont pu l'être, et que nos propres parents n'aient pas pu nous apporter ce qu'ils n'ont pas pu nous apporter, c'est-à-dire ne plus regarder ce que nous n'avons pas reçu, mais commencer à regarder ce que nous avons reçu, même si nous ne l'attendions pas. Donc ce travail de grandissement se tisse sur plusieurs générations et à mon sens c'est vraiment un grand service que l'on rend aux adolescents quand on aide les adultes à grandir et à prendre une nouvelle position, une position donc de différent générationnel dans l'enchaînement des générations. Alors si j'ai encore quelques temps, je voulais rapidement brosser avec vous en quoi la philosophie m'aide, j'ai envie de dire, davantage. Alors, je peux être amenée, comme la question de l'origine, comme la question de la mort, je peux être amenée à faire vraiment des séances de philo avec eux, des réflexions, etc. de philo. Mais c'est plus dans ma posture de thérapeute que la philosophie m'aide. J'ai envie de dire, elle m'aide d'abord à être, là je prends vachement, parce que c'est avec les adolescents, c'est comme ça, je suis vachement tranquille avec leurs doutes, avec leurs questionnements, avec leur remise en cause. Parce que pour moi, c'est le fondement même de la pensée philosophique. C'est le fondement même de la posture philosophique. Donc plus un ado doute, plus il remet en cause, plus j'ai en tête une phrase de Hegel qui dit on doit tout remettre à zéro, de Descartes qui fait table rase de tout, et qui, à partir du moment où on questionne, on commence à être. Alors Descartes a dit « je pense, donc je suis » dans le cogito. Moi j'ai le sentiment quand j'entends les adolescents que finalement questionner c'est déjà être. Dans leurs questions, il y a déjà une volonté d'être, une volonté d'aller vers l'autre, une volonté d'aller comprendre le monde. Et cette posture de philosophe qui non seulement est tranquille avec le questionnement, parce que il y a un autre philosophe qui a dit, Heidegger, qui a dit « quand on a tout compris, on n'a plus qu'à mourir ». Donc si on n'avait plus de questionnement, ce serait morbide. Donc je suis tranquille parce que je sais le ferment, la fécondité finalement du questionnement. Je peux très bien dire à un adolescent, mais ces doutes, c'est formidable. Tes incertitudes, c'est extraordinaire. Tu es un vrai philosophe. Donc, et on y va. Mais par contre, l'autre aspect aussi qui m'aide dans ma posture clinique, mais avec cet axe philosophique, c'est que la psychologie nous a beaucoup aidés en apportant des réponses. Elle nous a fait comprendre des choses. La philosophie nous montre que on bute contre de l'irreprésentable, on bute contre de l'impensable, on bute contre de l'inconnaissable, et que la richesse même, et que la pensée va venir de cette confrontation à l'impensable.
que la représentation, l'imaginaire, le virtuel, tout ce que vous voulez, vient parce qu'on ose se buter, on ose toucher du doigt l'irreprésentable. Et par exemple, donc, je suis à l'aise avec les questions qui sont sans réponse. Je suis à l'aise avec les questions qui ne font que, finalement, dévoiler que le monde est mystère, que l'existence est mystère, et que l'énigme fait partie du vivant. Et à partir de ce moment-là, je partage avec les adolescents, il ne s'agit pas du tout d'empathie là, il s'agit de partager avec eux ce mouvement, d'essayer de penser un monde qui de toute façon va nous échapper. On ne connaît jamais rien, et quand on croit connaître, voilà le danger. Et quand on parle un petit peu de cette pensée qui émerge de l'impensable, de la confrontation avec l'impensable, je peux l'aborder avec la question de l'origine, car j'essaye de faire exploser un petit peu la notion de l'origine. La notion de l'origine, pour moi, ce n'est pas seulement l'origine, le lieu de naissance, la date de naissance, le pays de naissance. L'origine nous amène à un impensable. Avant moi, il y avait des ancêtres. Avant les ancêtres, on sait que les enfants sont très passionnés par ça, ce n'est pas pour rien, il y avait des dinosaures. Avant les dinosaures, il y avait le Big Bang. Et qu'est-ce qu'il y avait avant? Il n'y avait rien. Et à mon sens, je me demande si ce n'est pas un philosophe, je ne sais pas qui a dit, peut-être faut-il, ou peut-être même Winnicott, faut-il se penser n'ayant rien été à un moment donné pour pouvoir devenir quelqu'un? Parce que, et donc justement, si on parle de l'adolescence, si on parle de l'origine au moment de l'adolescence, je vais essayer de leur faire mesurer la polyvalence de ce terme-là pour les amener à considérer que finalement, le questionnement qui aboutit à une pensée de l'impensable ou une pensée de l'inconnaissable, c'est cela qui va remettre en mouvement et notre désir de connaître, et notre désir d'aller vers l'autre, et notre désir de vouloir faire ensemble avec les autres, pour faire ensemble avec les autres. Alors, donc, être à l'aise avec... je ne sais pas combien de temps je vais en sortir, pour savoir ce que j'ai demandé ou pas. D'accord. Donc, être à l'aise avec le doute, avec les questions qui n'ont pas forcément de réponse, et peut-être, la question de l'origine, on vient d'en parler. Oui, la question de l'origine et la question de la mort, ce qui me semble intéressant d'introduire là, c'est la notion de la transcendance du temps. Dans notre période, dans une période comme la nôtre, où on peut avoir le sentiment de s'autofonder, que le temps existe autour de nous, autour de notre petit ego, etc., il est important de montrer qu'il y a eu un temps avant nous et qu'il y aura un temps après nous. Et déjà, on introduit quelque chose de l'ordre de l'éthique. Et là, j'ai en tête une phrase de Hans Jonas, qui est un philosophe assez contemporain, et qui parle d'un impératif éthique fondamental, et qui dit « Agis de telle sorte que la vie puisse continuer à être ». Et ça, les adolescents sont friands de ce genre de choses. Quand on les met sur une responsabilité vis-à-vis de la vie, ils l'entendent. Derrière toute leur conduite, toutes les portes qui peuvent claquer, etc., entendre quelque chose de l'ordre d'une vie à assumer pour eux-mêmes, mais aussi pour après. Et ils l'entendent, et là aussi, ça les fait grandir. Alors, quelquefois, alors peut-être, je peux vous parler on peut avoir un échange sur la liberté. Alors la liberté, il est certain que pour eux, la liberté, ça n'a rien à voir avec la liberté philosophique. Alors, j'essaie de les amener vers cette réflexion-là. Pour eux, la liberté, c'est faire tout et tout de suite, évidemment, dans l'immédiateté. J'essaie de leur montrer que, et récemment j'ai eu une séance avec un adolescent, ce sont des moments merveilleux. Je lui citais, un grand adolescent qui avait peut-être 16-17 ans, mais je lui citais comment finalement la liberté doit prendre en compte la liberté de l'autre. Et je lui citais des phrases, alors je ne sais plus de quel philosophe, qui dit la liberté, c'est la gestion des contraintes. Il a adoré. Il s'est saisi de ça, il est parti avec vraiment, on avait ouvert quelque chose. D'autres phrases qui sont la liberté, sans la loi, il n'y aurait pas de liberté. Donc la transcendance du temps de tout à l'heure, le fait d'être responsable de ce qu'il y a après, le fait aussi de se référer à d'autres notions de la liberté que celles qu'ils ont intuitivement, ça leur permet de mesurer qu'ils ne sont pas seuls au monde, qu'il peut y avoir une référence à une loi, une référence à une transcendance qui n'a rien du tout ni de religieuse ni autre, mais au-dessus du sujet. Au-dessus du sujet. Et en fait, l'altérité, c'est aussi l'autre avec un moi qui est au-dessus de moi, enfin, qui est autre que moi, le grand autre.
Alors, donc ça peut être des choses que l'on peut aborder, mais surtout, ce que je travaille avec eux, autour, on a parlé tout à l'heure de l'identité qui est à la recherche d'elle-même, on a parlé aussi tout à l'heure un petit peu d'altérité. Autour, j'essaie de travailler avec eux autour de la question de la reconnaissance, de se reconnaître soi-même comme, alors là c'est Ricoeur qui m'aide, se reconnaître soi-même sur deux niveaux, comme, alors je vous passe les mots que Ricoeur a employés, comme acteur de ses actes et auteur de ses paroles. C'est-à-dire, je vous le dis quand même parce que c'est intéressant, donc se reconnaître soi-même qui fait appel à l'ipsé, c'est-à-dire soi, ité, l'ipséité, c'est-à-dire être capable de s'imputer à soi-même et ce qu'on vient de dire, et ses propres actes. C'est-à-dire se sentir responsable, s'imputer à soi-même, ramener à soi-même sa vie finalement. Donc j'essaie de travailler avec eux dans cette direction-là, l'ipséité, et un autre, on a vu tout à l'heure qu'il avait perdu l'évidence d'être soi, qu'il y avait une espèce de brisure dans son continuum d'existence, et je travaille avec eux la mêmeté, donc toujours c'est un mot de Ricoeur, mêmeté, c'est-à-dire comment je reste le même, je suis le même, je suis moi, malgré les changements. Et tout le travail et là c'est intéressant parce qu'ils vont se raconter à eux-mêmes, et c'est quelquefois touchant, ils vont me raconter leur enfance. Et ils me disent, tu sais, j'ai besoin de te raconter ça parce que, en fait, je me rappelle, il y a déjà des choses dont je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus comment j'étais quand j'étais enfant. Et donc, on leur donne les moyens, enfin, au cours de thérapie, je leur donne les moyens de constituer ce continuum-là en se racontant comment ils étaient et comment finalement ils sont, eux, au-delà des changements. Ce qui va leur permettre aussi d'un peu plus supporter, et on travaille beaucoup aussi quelque part, à un moment donné, on travaille l'estime de soi, parce que je ne peux pas, donc ça aussi c'est un préalable, c'est un préambule à l'altérité, je crois que c'est aussi Ricoeur qui disait, sans estime de soi, je ne peux pas me préoccuper de l'autre. Donc sans fondement de l'estime de soi, donc là ce sont aussi des jeux, des jeux avec des jeux quelquefois paradoxaux, avec l'adolescent qui dit souvent pendant toute une Italie, je suis nul, je suis bon à rien, je suis ceci, je suis cela, et moi je peux le provoquer en disant mais c'est vrai que t'es complètement nul, hein. Alors là c'est terrible parce que à ta place qu'est-ce que je m'inquiéterais, bon, et du coup là l'adolescent commence à se raconter à lui-même autre chose. Ah mais tu sais, je suis quand même capable d'être généreux. Ah mais tu sais, ah bon, alors bon, donc c'est un peu de la provocation. Ou alors je lui dis, écoute, bon, j'ai assez entendu de négatif sur toi. Qu'est-ce que tu peux inventer aujourd'hui? Peut-être même tu l'inventes. Comment tu peux imaginer être bon? Et j'essaie de prendre appui à minima sur la toute petite chose positive qu'ils peuvent me livrer. Il y en a toujours. À minima, et à partir duquel j'essaie de construire l'estime de soi. Parce que justement, ce qui est difficile après, c'est de supporter, et ça commence à l'adolescence, comment le regard de l'autre vient introduire, là aussi, une non-coïncidence avec moi-même. Je ne peux, et donc il découvre la douleur finalement, l'altérité est une expérience mixte, à la fois j'ai besoin des autres pour exister, pour être, et pour me connaître, et pour surtout pour devenir ce que je suis, mais en même temps, l'autre peut m'amener là où je ne suis pas, peut m'amener à me trahir moi-même. Il y a une phrase de Merleau-Ponty qui montre bien ce danger-là, c'est « je suis en partie invisible pour moi-même, c'est l'autre qui me donne mon visage ». Et à l'adolescence, cet autre qui me donne mon visage peut être terrifiant, parce qu'il peut m'amener là où je ne pourrais pas être, où je ne devrais pas être, où je me trahis moi-même. Donc on commence à travailler avec les adolescents, comment intégrer finalement cette non-coïncidence à soi-même, parce que l'être est toujours en devenir. Et que finalement, accepter, c'est dans cette manière de n'être jamais ni conforme dans le regard de l'autre, ni conforme tout à fait à ce que je voudrais être, que je peux sans cesse devenir quelque chose de nouveau et faire apparaître et faire émerger des nouvelles images de moi et des nouvelles possibilités de moi-même. Et je pense que l'adolescence est effectivement un processus que l'on rencontre, qui a dû, j'ai envie de dire, qui prend un sens sociétal parce qu'il nous interpelle tous dans cette matière en fusion qui est là à ce moment-là et dont on doit essayer de saisir, j'ai envie de dire, cette fusion pour essayer de la transformer. Voilà ce que je voulais vous dire. Je l'ai dit un petit peu vite parce qu'il y avait beaucoup de matière, mais c'est toujours pareil.
ce rafraîchissement philosophique. Les questions. Je savais depuis longtemps que les philosophes étaient plus utiles aux adolescents que les psychologues et les psychiatres. Ça en est une preuve supplémentaire. Il y a une raison à ça, hein. C'est qu'ils savent entrer en conversation. Ben oui, bien sûr. Alors que une vieille manie des psychologues et des psychiatres, c'est d'essayer de les faire parler, mais de les faire parler de ce qui intéresse le psychologue et le psychiatre, pas parler d'eux, ça n'a aucun intérêt. Donc on se trouve devant généralement de l'impasse. Alors que la seule passe, si j'ose dire, ça me semble être celle de la conversation à partir de ce qui les passionne, à savoir leur vie en construction. Et c'est vrai qu'entre la philosophie, les questions de la philosophie sont celles de l'adolescent. On épouse qu'un vieux médecin organiciste, mais il sait que les philosophes, ça n'a jamais été autre chose que des adolescents développés. C'est une façon de répondre au jeunisme, finalement, peut-être. Je rebondirais sur... Et oisif, en plus, elle ajoutait « et oisif ». Ah oui, mais alors, quand je travaille effectivement en formation, donc aussi, alors, ce que j'ai oublié de dire, c'est que dans cette posture, justement, de philosophe que je peux avoir dans ma clinique, j'ai beaucoup appris d'un philosophe dans la lignée duquel je travaille maintenant, c'est François Roustan, qui est aussi hypnothérapeute. Hein. Donc je suis aussi dans cette lignée-là, qui nous apprend à être, peut-être dans la suite de Derrida, dans le désavoir. Il nous apprend, et je pense que ça, c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire, il s'agit de devenir bête, de ne pas l'être, mais de le devenir, d'oublier tout ce que l'on sait. Et je peux vous dire que, en tant que thérapeute, c'est d'une liberté et surtout c'est d'un confort. Je n'ai plus à penser, je n'ai plus à savoir. Mais du coup, et c'est une phrase aussi qui me revient à l'esprit de François Roustan, on avance les mains nues. C'est-à-dire que ce que j'essaye, et je rebondis donc la notion de conversation, ce que j'essaye de faire, alors des fois ça marche, des fois ça ne marche pas, que ce soit un adolescent, un adulte ou un enfant, ce que j'essaye de faire, c'est surtout d'aller à la rencontre de la singularité de l'autre. Qu'est-ce qui n'est pas encore advenu? On parlait de virtuel, et moi je l'entends effectivement à la manière unicotienne finalement. Qu'est-ce qui n'est pas encore là et qui peut advenir? Ne jamais enfermer l'autre dans ce qu'il a été, et ça c'est le visage aussi de Lévinas, hein, ne jamais enfermer l'autre dans ce qu'il a été jusqu'à présent, dans ce qu'il me montre avoir, toujours être surpris, être dans l'attente d'être surpris par ce qui peut advenir. Alors avec les adolescents, on est garanti, hein, on est toujours surpris. Et il y a une phrase de Roustan qui est terrible, mais qui m'aide vraiment beaucoup dans ma posture de thérapeute à en faire le moins possible finalement, hein, parce que c'est l'adolescent qui va m'apprendre, c'est le patient qui va m'apprendre. Hein. C'est tant que, et il avait exprimé un jour à un oncologue à Paris, tant que le patient confirme ce que vous croyez savoir, c'est que vous n'avez pas encore commencé à travailler. Donc plus on est perdu, plus ça va. Et justement la difficulté, mais en même temps, je veux dire le plaisir, parce que si on doit le plaisir, c'est d'être toujours en éveil grâce à ça. Et peut-être si on doit répondre à la question qui nous est posée aujourd'hui, l'adolescent nous aide à grandir, mais surtout nous aide à nous maintenir en éveil. C'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est important. Vous avez aussi parlé de l'éthique. Oui. Ce qui me paraît absolument fondamental, en particulier aujourd'hui, dans la mesure où une des particularités de nos enfants que j'appelle mutants, c'est précisément qu'ils ne sont plus du tout intéressés par la morale, le tu feras et tu ne feras pas. En revanche, ils sont contraints de construire une éthique. Je ferai, je ne ferai pas, et pour ça, ils ont peut-être un peu besoin que nous nous réveillons. Oui. Hein, que nous grandissions avec eux, parce qu'on n'est pas super doués pour... l'éthique, c'est pas notre tasse de thé, on est des moralistes. Oui, c'est ça, c'est ça. Alors peut-être faire une différence, justement, l'art moral, c'est se référer à des préceptes, hein, des lois morales,
et que si on n'y répond pas, on est du côté du mal, c'est quelque chose de très clivé, hein, de très dualiste. L'éthique, c'est comment, face à cette situation-là, c'est une forme de pragmatisme finalement, qu'est-ce qui va être éthique face à cette situation-là, par rapport à je ne sais qui est malade ou autre, est-ce qu'il va être plus respectueux de l'autre, de dire la vérité ou de ne pas dire la vérité? C'est-à-dire que c'est un mouvement, c'est une dialectique, hein, et ce n'est pas quelque chose de... Et moi, ce qui m'épate, mais ce qui m'épate déjà avec les jeunes enfants, et qui ne fait que continuer à germer, tout ce foisonnement-là, est déjà là, toutes ces interrogations-là, est là chez les enfants, déjà. Ils ont envie, et c'est là aussi l'attitude philosophique est assez intéressante, quand des jeunes enfants ou des ados me disent « Écoute, j'ai fumé en cachette de mes parents, j'ai fait ceci en cachette de mes parents », et donc on interroge « Ok, et du coup, ça t'a fait quoi à toi? Et du coup, ça t'a fait quoi aux parents? Et du coup, comment est-ce que toi, si t'étais parent, tu réagirais ?» Et du coup, c'est comme ça qu'on construit l'éthique, parce que... au fond, la plupart, ils n'ont envie que d'une chose, c'est d'être reconnus. Ils n'ont pas envie de faire... Je ne peux pas dire que ce sont des bons enfants, des bons objets, c'est pas question de ça. Mais ils ont quand même, pour être reconnus, ils ont quand même envie de faire quelque chose qui soit reconnaissable, quelque part. Et cette interrogation éthique qui est là, très tôt en germe, si on les accompagne, il ne s'agit surtout pas de leur dire ce qui est à faire. Mais si on les accompagne et qu'on montre qu'elle est féconde, qu'elle est inconfortable, mais qu'on s'en fiche de l'inconfort. Ça aussi, c'est important de leur montrer que la liberté, ça se gagne aussi. Forcément, l'envers de la liberté, c'est l'angoisse. Quand ils me disent « je ne sais pas quoi faire, c'est angoissant », je dis « mais c'est génial d'être angoissant, d'être angoissé ». Et ça, c'est la pratique de l'hypnose qui me permet d'être hyper à l'aise avec les angoisses, les doutes, le chaos. On parlait du chaos tout à l'heure. Mais tout ça, c'est un enchaînement qui m'aide, moi, d'abord, dans ma posture de thérapeute. D'autres questions? Peut-être mis en appétit pour autre chose. Bien, eh bien, nous allons passer effectivement au déjeuner et on se retrouve tout à l'heure à 14h.